Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour et merci donc de nous rejoindre sur cette partie, ce deuxième plateau donc de Dimanche c'est politique. Il s'agit bien évidemment de l'entretien et comme on le disait tout à l'heure, l'entretien qui veut mieux comprendre ce à quoi peut être bien dû les conflits préélectoraux en Afrique, l'opposition qui semble toujours jouer le beau rôle, le gouvernement prône la primauté des lois. Est-ce qu'il y a des solutions à envisager? Voilà autant de questions à poser à notre invité du jour. Il s'agit de Dr Maître Luc Martin Ronquenry. Il est analyste politique. Maître, bonjour. Bonjour, madame le journaliste. Donc, merci donc de nous rejoindre sur ce plateau de Dimanche c'est politique. On va entrer dans le vif du sujet, maître. 2020-2021, c'est une cuvée exceptionnelle d'élections sur le continent, donc en Afrique subsaharienne. Mais comme on a pu le constater, et comme vous avez certainement pu le constater aussi, ces élections ont été le théâtre de plusieurs tensions. On a vu le cas de la Côte d'Ivoire, le cas du Togo, le Sénégal dans une moindre mesure. À quoi donc peut être due ces différentes tensions? Merci, madame. Votre question est vaste. Elle est vraiment vaste et on ne peut pas y répondre brutalement. Parce que elle pose une thématique fondamentale pour le développement de l'Afrique. Il s'agit essentiellement, de mon point de vue, du problème des échecs de la démocratie ou des démocraties en Afrique. Échec. Oui, échec. Au fond, c'est essentiellement d'abord cela. Alors, pour que nos téléspectateurs nous suivent, nous comprennent, vous me permettrez de revenir très brièvement, et alors brièvement sur certains concepts et principes pour que l'entretien soit utile pour nous tous. La question que vous avez posée touche directement la question de la démocratie en Afrique. Parce que vous avez parlé des élections. Absolument. Et justement des difficultés que nous avons à faire les choses démocratiquement et très pacifiquement. En fait, qu'est-ce que la démocratie ? À défaut de pouvoir formuler une définition acceptée de tous, il est bon de rappeler quand même quelques éléments qui nous fixent. Eh bien, la démocratie telle qu'elle a été définie au début des temps, Oui. n'est plus celle qui fonctionne aujourd'hui. Celle qui fonctionne aujourd'hui est appelée la démocratie représentative. Or, la démocratie a d'abord été une démocratie directe dans une communauté, une cité très réduite où on se connaît pratiquement tous. Et quand on dit assemblée, tout le monde est là. Et chacun dit son point de vue. À force d'avoir de grandes populations sur de larges territoires, la solution a été de faire représenter ces populations. Donc nous sommes dans une démocratie représentative. Et cette démocratie aujourd'hui obéit à des principes. Et ces principes, essentiellement une démocratie dans un pays souverain, considéré comme pays démocratique, doit avoir une constitution. Une constitution qui reconnaît
la séparation des pouvoirs. Pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Je vais insister sur ce point rapidement en disant que en 1748, Montesquieu a apporté un élément nouveau qu'on doit retrouver dans les démocraties. Ces trois pouvoirs doivent être équilibrés pour que les libertés individuelles et collectives soient préservées. Il faut la multiplicité ou la pluralité de partis politiques. Il faut une justice indépendante. Il faut des élections régulières. Nous sommes en train d'arriver. Progressivement. Voilà. Et donc, si je m'en tiens déjà à ces éléments, oui. Restons sur le dernier, pour dire que c'est par les élections que les populations désignent leurs représentants pour gérer la cité. Prendre des lois, les exécuter dans l'intérêt du public, pour le bien-être de chacun. J'ai dit des élections régulières. Et c'est justement selon la régularité définie par la Constitution que on organise ces élections. C'est le pouvoir exécutif. Et c'est là que vous dites qu'il y a des problèmes en Afrique. Oui. C'est vrai. Vous avez cité 3 pays. On peut en citer beaucoup d'autres. Oui. On va d'ailleurs les citer au cours de cet entretien. Et ce n'est pas seulement en Afrique. À part les grandes démocraties reconnues dans le monde entier, il y a toujours quelques soubresauts. Bon, ben, pour l'Afrique, c'est un peu particulier et nous allons donc en parler. Donc c'est de mieux comprendre ce pourquoi on observe ces soubresauts justement dont vous parlez. Je vous y amène tout doucement et vous allez voir pourquoi. Préalablement, j'ai souhaité demander que nous déblayions un peu le territoire. Alors, pour comprendre maintenant votre question, il faudra remonter un peu plus loin. On ne va pas rester dans le présent pour dire, ben voici, c'est parce que tel a dit ci, tel a fait ça. Non. Puisque nous parlons de l'Afrique, de quoi il s'agit? L'Afrique est ce continent qui a connu les empires, les royaumes, l'esclavage, la colonisation, et puis, depuis les années 58, 1960, les indépendances. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale et l'évolution donc de la cité, cette Afrique-là a connu, comme je viens de dire, beaucoup de pays ont eu leur indépendance. Et sont devenus des États souverains. J'insiste sur le mot État et sur le mot souverain. Je n'ai pas dit qu'ils sont devenus des nations. Je vous dirai tout à l'heure que c'est l'une des causes essentielles. Car aujourd'hui, nous essayons de dire que nous sommes des États-nations. Mais on est plus que État que nation. Ça, c'est donc l'une des raisons qu'on peut appeler une raison historique. Il y a maintenant des raisons que je peux appeler politico-juridiques. Des raisons qu'on pourrait aussi appeler géopolitiques et pourquoi pas aussi culturelles. Maintenant, si vous voulez, nous allons aborder un à un ces aspects pour que vous voyez pourquoi dans le présent, nous avons ces problèmes à l'approche des élections. S'il vous plaît, madame.
savez, nous sommes des peuples mosaïques, rassemblés comme ça pour former notre État et notre nation que nous voulons construire dans chacun des pays. Il est important de tenir compte de ces sensibilités. Tous ces États dont je parle, constituant l'Afrique, qui sont allés à l'indépendance à la période, je vous ai dit, ils sont allés comment? Tout à l'heure, j'ai dit, il faut une constitution. Ben oui, il faut une constitution. À cette époque-là, nous n'avons pas encore de grands constitutionnalistes pour écrire notre constitution en tenant compte de nos réalités. Parce que la constitution, c'est l'âme d'un peuple. Une âme vous habite et une m'habite. Et donc, c'est pratiquement la constitution des pays qui nous ont colonisés que nous avons adoptée. En ce qui concerne notre cas, et comme beaucoup d'autres, c'est la France qui nous a colonisés. Et c'est pratiquement la constitution de la Ve République que nous avons héritée. Et j'insiste, la France, elle, avait au départ un régime parlementaire. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, elle y est. Mais nos États se sont dotés d'une constitution qui donne au niveau du pouvoir exécutif un président de la République qui est le seul et unique détenteur de tous les pouvoirs pratiquement. Vous me suivez? Absolument. À partir de ce moment, eh bien, le pouvoir représentatif dont nous parlons, que le peuple donne aux dirigeants, devient une arme redoutable. Parce que, par ce pouvoir, il peut tenir le peuple. Ça, c'est l'une des raisons. Pour dire que cette constitution ne reflète pas notre culture, ne reflète pas nos différences toujours, ne reflète pas toujours nos sensibilités, en un mot, nos réalités. Donc il y a un problème d'adaptation. Sûrement. Et par conséquent, c'est déjà une faiblesse pour nous. J'ai dit, nous ne sommes pas une nation, nous sommes un État. État-nation, si vous voulez, aujourd'hui. Et qu'à partir du moment où c'est une personne qui détient tous les leviers du pouvoir, il y a des organes bien sûr, mais tous les leviers du pouvoir, cette personne qui est une personne humaine comme vous et moi, exerçant l'autorité que les populations lui ont donnée, peut à un moment donné en abuser. Or, on dit, plus ce pouvoir, cette autorité, elle est grande, elle est lourde, plus on en abuse. Et on tombe dans la corruption. Ça, ce n'est plus à démontrer et ce n'est pas contestable. Parce que la réalité historique, elle est là jusqu'à ce jour. Donc c'est la première cause. C'est la première cause. Wow. Deuxième cause, il faut aller régulièrement aux élections. C'est-à-dire à des périodes prédéterminées, nous y allons et des règles sont définies pour aller parce qu'il faut élire les organes qui représentent donc les pouvoirs d'État et ça ne peut pas être tout le monde. Nous avons dit que c'est une démocratie représentative et donc c'est des citoyens comme nous en qui nous avons confiance que nous élisons. Parce que l'autorité du gouvernement n'émane que du consentement et de la volonté du peuple. Alors, lorsque à ce moment-là, les règles sont définies, les partis politiques existent, chacun veut aller prendre ce pouvoir. Chacun veut aller prendre ce pouvoir pour les essais. Parfois, et très souvent,
avec une bonne intention. Mais les choses, parfois, tournent autrement. Et donc, les règles peuvent ne pas, et ne peuvent même pas être aussi parfaites. Il peut y avoir quelques imperfections. Alors commencent les guerres, les querelles. Ça ne suffit pas. Mais c'est que nous n'avons pas encore la tradition vraiment des partis politiques au sens propre et pur du terme. Comme l'ont dit certains politiciens dans ce pays dans les années 70, il n'y avait que, et il continue d'avoir des clubs électoraux. Parce qu'un pouvoir, un parti suppose des objectifs clairs, une philosophie claire, une idéologie claire, et des membres qui sont convaincus, je parle de la conviction, de ce qu'ils veulent faire, et ils sont ensemble, sans tenir compte de leur appartenance à une religion, à une région, à une ethnie, etc. Mais ici, nos partis, et surtout ce que nous appelons fiefs, c'est parce que, voilà, M. Luc Martin, il est président de tel parti, il rassemble d'abord ses amis, ses copains, ceux avec qui il fait faire, et c'est dans ce milieu qu'il se fait sa base. Même si on se regroupe dans de grands ensembles, forcément, il faut une base pour pouvoir se faire représenter. Tout à fait, si vous voulez. Mais après, on y va parce que je le connais. Oui, la conviction. Non pas que qu'est-ce que nous devons faire ensemble. Je ne vais pas m'étaler sur ça, avançons. C'est juste pour montrer l'une des faiblesses du fonctionnement de nos partis. Ensuite, il faut qu'ils fonctionnent. Ça suppose de l'argent. Que sommes-nous généralement ici? Des artisans, des fonctionnaires. Nous n'avons pas beaucoup d'industriels. Le pays est dans l'état où il est et toute l'Afrique pratiquement est comme ça. Quand vous prenez un pays africain, il est à peu près, eh bien, un élément représentatif des autres. Alors, ces partis n'ont pas les moyens. Ce qui reste, c'est de rentrer dans un système de corruption. Appelons les choses par leur nom. Un mentor peut-être. Oui, mais ça dit que dans des réseaux, dans des systèmes, pour gagner de l'argent et aller aux élections. C'est une évidence. C'est pour ça que les réformes qui sont en cours en ce qui concerne notre pays et ailleurs, et qui ne sont pas des nouveautés parce qu'on a vu ça ailleurs, on a fini par dire qu'il vaut mieux que les partis soient financés bien relativement. Bon, passons. Mais ça ne suffit pas. Il faut avoir un programme de développement en tenant compte des réalités. Et quand vous voyez, à l'approche des élections, je vais encore revenir très rapidement ici comme ailleurs, les partis n'ont pas de programme. S'ils en ont un, c'est pratiquement le même programme. Et c'est une réalité parce que vous et moi, comme nos concitoyens, ont besoin de boire, de manger, de dormir, d'aller se distraire, de se soigner. Nous sommes à ces besoins primaires essentiels pour le moment, vu l'étape de notre développement. Le reste, ce serait peut-être une question de priorité à définir, que, vu l'instabilité et les guéguerres, nous n'arrivons pas à définir. C'est pour cela que, vu l'imperfection peut-être des règles, vu qu'on n'a pas les moyens, mais il faut accéder au pouvoir pour avoir les moyens, c'est l'autre chose, c'est l'autre revers. On n'y vient pas forcément pour servir, mais pour se servir. Dans peut-être les premières ou deuxièmes années. Je répète et j'insiste, dans tous les pays. Parce que c'est quoi? Un élu est un mandataire, quel que soit le niveau. Quand on parle,
on ne voit que le chef de l'État, le président de la République. Non, c'est le sommet, c'est le plus gros. Mais en réalité, c'est l'élu, à quel niveau il se situe. Il a un pouvoir, il détient un pouvoir, une parcelle de pouvoir, comme on le dit. Donc. Et ce privilège, le privilège qu'il y a dans ce pouvoir, c'est cela qui fait courir tout le monde à partir du moment où nous n'avons pas un sentiment national, dit je suis patriote, je vais travailler pour mon pays, pour le bien commun. Mais c'est d'abord moi, tout est foutu. Imaginez un instant, je ne vais pas faire de long développement, que les avantages attachés au pouvoir soient retirés. Venez travailler bénévolement, il n'y a rien. Il n'y a pas de lourd salaire, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de voyage facile, il n'y a pas de ceci, cela, il n'y a pas de... Vous verrez beaucoup moins d'engagés. Et ce seraient les vrais patriotes, les désintéressés qui pourront aller aux affaires parce que eux, leur tendance, c'est ça, c'est de servir le monde. Donc, tous ces aspects se retrouvent dans l'organisation régulière des élections. Exactement. Non, il faut que sur ça, ce soit précis. Je dis que tout élu est un mandataire. Les élections, c'est pour dégager nos représentants. Et il faut aller prendre le pouvoir pour gérer l'intérêt et les ressources du pays. Et quand on est là, eh bien, on est détenteur de ce pouvoir et on peut en disposer comme l'on veut. C'est du moins ce que les gens pensent. Mais ce n'est pas cela qui est la démocratie. C'est ce que je veux vous dire. Et donc, c'est dans l'optique d'aller prendre ce mandat, coûte que coûte, vaille que vaille, qu'on voit tout de travers en disant c'est mauvais, cette loi n'est pas bonne, etc., etc. D'où les notions que nous sortons souvent ici en imitant les grandes démocraties, majorité, opposition, qui, de mon point de vue, n'existent pas. Pour le moment, nous devons nous mettre ensemble pour travailler. On peut avoir des approches différentes, mais nous sommes pour les mêmes objectifs. On ne peut que fusionner et mutualiser les forces pour aller à ces objectifs. Maître, vous avez énuméré 3 causes. Nous allons je continue et je voudrais dire culturellement, vous prenez, j'ai amené ici la constitution du Bénin, que je n'ai pas fini de lire, que je continue de lire. Je suis juriste de formation, je peux vous dire que je n'ai pas fini de lire, je n'ai pas fini de maîtriser ça. Et nous sommes combien allés à l'école? Et combien de gens comprennent cela? De ce qui se passe et qui se dit dans le pays. C'est comme ça dans tous les pays. Donc le combat qui se fait, c'est entre nous, intellectuels, ceux qu'on appelle les cadres, aussi bien politiques, civils, administratifs et consorts. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la population de façon générale est analphabète. Entre griffes, analphabète par rapport à cette écriture-là, à cet alphabet. Mais, et par conséquent, puisque tout est fait dedans, est fait dans cette langue, il ne comprend pas ce qui se passe. Allez dans les villages. Je suis un villageois, moi. Écoutez les populations. Elles ne sont pas dans nos préoccupations en ce qui concerne les guerres, les batailles pour la politique. C'est nous qui allons là-bas les polluer. C'est la vérité que je vous dis. Allez à la base, il se lève son matin, il prend son daba, sa roue, son panier, etc. pour aller vaquer à ses activités et il revient. Il veut s'assurer que s'il fait son champ, il va à la pêche, il fait ci, qu'il puisse les vendre et avoir l'argent et régler les problèmes de subsistance. A priori, il n'est pas trop intéressé par ce qui est écrit dans la Constitution, il ne sait pas. Je vais plus loin. Pour dire que la plupart de nos populations ont confiance à leurs dirigeants, qu'ils y arrivent par la manière la plus propre ou non, dès qu'ils sont là, eh bien, c'est eux qui nous représentent. C'est un peu comme c'est notre Dieu. Parce que nous n'avons pas encore totalement
nous n'avons pas totalement encore conscience de tout ce que nous avons comme droit et devoir en tant que citoyens. J'ai dit à l'entame de cet entretien que, ma foi, l'Afrique a connu l'Empire, le Royaume, etc. Nous sommes dans une république. Et la république, c'est l'égalité des citoyens, c'est l'égalité des droits, c'est l'égalité devant la justice. Est-ce qu'il en est ainsi dans nos pays? Non. C'est vrai que le développement des causes est plus ou moins un peu long, mais on va revenir pour mieux comprendre sur cette base. Dès que nous allons, je vais répondre à votre question, vous allez voir que je ne sais pas ce que vous avez derrière, d'autres questions à poser, certainement pour épuiser le temps de votre émission. Mais tout le monde pourra comprendre pourquoi nous avons des difficultés. Les difficultés sont liées à ce que je viens d'énumérer. Voilà. Si vous voulez, je m'arrête là, et il y en a plein. Mais je ne vais pas omettre de vous dire, par exemple, que quand je parle de situation géopolitique, le Bénin ici, il veut aller aux élections. On va revenir au cas du Bénin, Maître Roncari. C'est de savoir, puisque vous avez dit au début tout à l'heure que nous avons un problème de démocratie. Oui. Est-ce que ce n'est pas plus une crise d'adolescence liée à cette stratégie que nous avons choisi d'adopter, à ce système voilà, que nous avons choisi crise d'adolescence, non. Itinérante à l'apprentissage. Non, pas du tout. Nous sommes en apprentissage, mais nous n'avons pas la volonté, nous ne nous considérons pas comme des apprentis. Nous ne nous comportons pas comme des apprentis parce que nos maîtres ne font pas ce que nous faisons. Un bon apprenti, il est assidu, il est laborieux, il observe son maître et il fait comme lui, il cherche à faire mieux que lui. Mais nous, non, vous n'allez pas trouver dans les pays de grande démocratie. Tout dernièrement, il y a 2-3 jours, j'ai lu dans les réseaux sociaux Angela Merkel, le chancelier allemand, qui doit se retirer bientôt après son temps. Et on a tracé un peu ce qu'a été sa vie, de comment elle a exercé le pouvoir. Vous me suivez? Ben, mon Dieu, c'est un exemple. C'est un idéal. On parle, par exemple, de Mandela. J'ai eu la chance d'aller en Afrique du Sud pendant qu'il vivait encore. Et j'ai vu, on m'a fait promener, je ne dirais pas qui m'a aidé à le faire, mais j'ai vu et on m'a parlé un peu de sa vie. Et tout le monde le sait. C'est parce qu'il est un modèle. Il est détaché. Vous prenez quelqu'un comme Sankara, vous prenez d'autres, Mao et consorts. Vous allez dans les grands pays, dans les pays, je veux dire, scandinaves, où vous voyez des ministres, de grands responsables prendre le train, les bus comme tout le monde. Nous sommes dans un modèle qui ne nous arrange pas. Donc nos difficultés ne sont pas du tout inhérentes à l'apprentissage. Non, cet apprentissage, nous sommes de mauvais apprentis qui ne voulons pas évoluer et faire quelque chose de beau, de bien pour le pays. Et nous nous chamaillons parce que nous ne regardons pas dans la même direction, nous ne nous aimons pas et pourtant, en ce qui concerne mon pays, je suis au Bénin, notre devise c'est fraternité, justice, travail. Fraternité, c'est un mot très fort. Justice, égalité, travail. Il faut être laborieux et quand on travaille, c'est pour le bien public. Avant de revenir au Bénin, nous allons rester toujours dans la généralité, Maître. Ouais, okay. Il y a un problème qui est plus ou moins commun, on va dire, peut-être à la Guinée, ça c'est des exemples, à la Guinée, à la Côte d'Ivoire. C'est le problème ou la question, si vous voulez, du 3e mandat. Pour le Tchad, on parle de 6e mandat. Est-ce que cette question, est-ce que c'est pas cette question qui cristallise aussi? Mais non, ça c'est... Si vous avez vu comment est-ce que nous avons évolué en Afrique depuis 1960 pour être là où nous sommes aujourd'hui, on parle de démocratie ou de renouveau démocratique aujourd'hui, ce n'est qu'à partir de 1990 et c'est le Bénin qui a initié ça. En début
des indépendances, comme je vous l'ai dit, on a instauré des régimes, on ne dit pas forcément démocratiques, mais on dit nous sommes souverains, on a accédé à la souveraineté internationale dans tous nos pays. Et puis, c'est un président qui est là, mais qui en réalité est un président fantôme, qui est bien tenu par l'ex-colonisateur. Je n'invente rien, je dis rien de nouveau. Suivez les émissions de Alain Foucault, vous allez comprendre comment est-ce qu'on installe, on renverse, on fait les intrigues pour avoir les présidents à l'époque. Je m'inspire de l'histoire, je n'invente rien. Vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est cela. Et puis après, le peuple en a ras-le-bol, va au secours de l'armée, l'armée intervient. Alors que l'armée devrait être la muette, et ne jamais intervenir dans le pouvoir politique. On a commencé par avoir des régimes militaires et qui finalement, dans certains pays, vous me dites allons ailleurs, je vais partout ailleurs. On est arrivé au marxisme-léninisme au Bénin ici. Et à côté de nous, il n'y avait ni marxisme, ni léninisme, ni rien. On ne sait pas de quel type de régime il s'agit. Ce régime, il est toujours en place. Mais quand je parle de conditions géopolitiques, nous étions des gêneurs. On a tout fait pour que, en plus de nos erreurs de gestion à l'intérieur, eh bien, on a étouffé cette expérience et elle est partie. Elle est partie. Donc, des régimes militaires ont succédé et puis après, la conférence de Bâle, devenez des pays démocratiques, comme je viens d'en définir les principes, et on pourra vous aider. On pourra vous aider. En 72, le président Kérékou disait « comptons d'abord sur nos propres forces ». Nous en avons certainement, oui, puisque c'est cette force que d'autres viennent chercher. Et donc, nous ne comptons pas sur nos propres forces, nous voulons les forces de l'extérieur, et on dit tout le temps, c'est eux, c'est les partenaires, c'est ceux qui ont l'argent, ils nous traitent. Mais même encore aujourd'hui, vous écoutez tout ce qui se passe autour de Covid, l'Afrique est le continent le plus pauvre, il faut l'aider, il faut lui accorder ci, etc., etc. Si nous restons dans cette mentalité d'assister tout le temps, on va évoluer comment? On va se développer comment? Donc, ce n'est pas seulement une affaire de troisième mandat. Troisième mandat, c'est quoi? Je reste, je ne bouge pas. Mais ça pose problème, justement. Mais oui, mais je vous dis que ce n'est pas que ça. C'est parce que nous prenons de mauvais exemples. C'est parce que nous ne sommes pas des patriotes, on n'est pas des démocrates. C'est pour ça que je parle des échecs de la démocratie. En démocratie, on ne s'accroche pas au pouvoir. On fait les choses avec transparence, on donne la chance à tout le monde et on va aux élections. Et après, dès l'instant que les élections sont terminées, de façon loyale, ceux qui ont gagné sont félicités et ils commencent à représenter le peuple jusqu'à ce que leur mandat termine. Mais si un groupe dit « je m'accroche, je ne bouge pas », il y a forcément problème. Et c'est ce qui se passe. Mais au Togo même, on a carrément sauté cette étape, c'est qu'il y a plus de limitation. Mais simplement parce que, je ne vais pas appeler ce nom, mais j'ai parlé de géopolitique. Nous avons des forces extérieures aussi qui jouent, dont on ne voit pas souvent la main, mais qui sont là. On ne peut pas, à mon âge, ignorer, nier ces choses-là, vu mes études. Et tous les politiciens le savent. Et d'autres qui s'intéressent à la chose publique le savent. Mais ce n'est pas déterminant si nous, à l'intérieur, nous savons que nous voulons construire notre pays et que nous devons nous entendre. Quel intérêt ai-je à vous combattre si j'ai à manger, je me suffis, je n'ai pas de problème particulier, que vous soyez ministre, président de la République, moi, ce n'est pas mon problème. Mais ici, parce que c'est par là qu'on peut gagner sa vie, pour rien au monde, et parce que je suis du Nord, ou bien que je suis du Sud ou à l'Est, il ne faut pas qu'il aille.
C'est les problèmes que nous avons dans toute l'Afrique. J'étais au Congo, Brazza, il y a quelques années, dans un milieu où on pouvait parler, être à l'aise. Mais j'ai vu des cadres qui n'acceptaient pas, et jusqu'à ce jour, que le président qui est là depuis, il est du Nord, pourquoi c'est lui seul qui est là? Ça s'est passé ici, pendant que le président Kérékou était là. Mais pourquoi Kérékou, il est du Nord, il a fait tel nombre d'années, on ne va pas trouver, etc. Donc il y a aussi cette difficulté Mais tout cela concourt, on ne le dit pas au peuple. Et c'est là que nous vivons sur de la pure hypocrisie, en ensemençant la haine et la jalousie. Ça ne devrait pas, ça ne construit pas, ces sentiments ne construisent pas une nation. Or, nous ne sommes pas une nation. C'est de ça que je vous parle. Je ne vais pas venir ici en citoyen et cadre connaissant un peu ces réalités et vous flatter, vous partir. Non. Il y a un problème réel, faisons le débat et allons à la recherche des solutions. Puisqu'on parle justement des problèmes, dans tous ces cas, tous ces exemples cités, on a l'impression que l'opposition semble toujours jouer le parfait rôle, le bon rôle, et le gouvernement qui est là prône la primauté de la loi. Non, mais je vous dis, non, qu'est-ce que vous appelez opposition? Pour le moment, il n'y a ni opposition ni mouvance dans nos pays. Qu'est-ce qu'on observe alors? Il y a ceux qui sont mandatés pour aller aux affaires. Ceux qui sont mandatés pour aller aux affaires, c'est eux qui ont le pouvoir légitime. Ceux qui n'ont pas pu y aller, qui n'ont pas été mandatés, qui sont généralement dans un sentiment de frustration, de mécontentement. Je n'appelle pas ça opposition. Même le mot opposition ne veut pas dire je suis contre toi, ce que tu fais est mauvais. Non. Le mot opposite, opposite en anglais, c'est les Anglais qui ont sorti ce concept pour dire ceux qui sont en face. Vous avez les conservateurs, vous avez les travailleurs. Ceux qui sont en face n'ont pas le même point de vue que nous. Bon, mais on va soumettre ça au peuple et on verra qui le peuple va désigner. Mais c'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que nous sommes des adversaires, on est des ennemis, on est prêt à en découdre, à tuer, à faire des actes de violence. Non. Donc ce n'est pas le fonctionnement normal qui devait être. Ce n'est pas le fonctionnement normal qui se passe dans nos pays. C'est une réalité. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire, tout ce qui s'est passé. Je pleure intérieurement, j'ai des amis, j'ai des parents là-bas. On a tué. On a même coupé la tête des gens et joué comme un ballon. On a observé des violences. On a observé des violences. Mais écoutez, ça, c'est pas nouveau. J'essaie simplement de rappeler. Et la Côte d'Ivoire, et ça continue. Et ceux qui sont morts, eux, ils sont devenus quoi? C'est ça, il faut éviter ça. Si nous nous disons que nous sommes des frères, nous sommes pour construire le pays, si on me refuse de venir représenter le pays quelque part pour le servir, est-ce qu'on me refuse d'aller au champ? On ne peut pas me refuser d'aller au champ, d'aller dans mon laboratoire. On ne peut pas. On ne peut pas me refuser d'aller au service, de faire quelque chose qui concourt aussi à la richesse du pays. Mais pourquoi est-ce que coûte, si ce n'est pas le pouvoir, alors il vaut mieux la violence, il faut en découdre. Cet esprit, nous devons commencer par le travailler et le combattre. En amenant bien sûr un peu la justice sociale, mais elle ne sera jamais parfaite. C'est clair, il faut que ce soit compris et entendu comme ça. C'est mon avis, c'est mon point de vue en tant qu'Africain et citoyen béninois. Est-ce que cela n'est pas aussi dû à ce manque de confiance de l'opposition? Mais la question... Le gouvernement qui est là aussi, la question est là. Il n'y a pas toujours confiance. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas opposition, il n'y a pas... Si on est du côté... Mais vous allez voir, dans les pays dont nous parlons, jusqu'à chez nous ici, le gouvernement, s'il réussit à garder le pouvoir après les élections, des gens qu'on voyait de l'opposition seront là. On va dire oui, mais on veut faire gouvernement union, on veut aider, on veut que le calme arrive. Pourquoi ne pas faire le calme avant? Mais vous ne comprenez pas ce que je dis là. Ce que je dis là est sérieux.
Si nous sommes des frères, nous sommes des concitoyens, nous travaillons pour le même pays, pour le bien-être de chacun de nous, avons-nous besoin de nous guerroyer? D'aller jusqu'à chercher à aller à la violence pour éliminer quelqu'un? Il n'y a que les privilèges du pouvoir qui entraînent ça. Il n'y a que les abus que le pouvoir nous fait commettre qui font que nous n'avons plus envie de laisser le pouvoir quand notre mandat est arrivé à terme. Vous avez vu ce qui s'est passé au Congo, Kinshasa, avec Kabila? Il se passe beaucoup de choses. Même encore aujourd'hui, j'ai entendu avant de venir ici. Chez Béa, comment on l'a tué? Où on l'a tué? Les langues se délient aujourd'hui. Chaque fois qu'un gouvernement en place commet des actes de ce genre, il n'a pas envie de quitter pour que cela le rattrape. Et si on ne veut pas commettre ça, il faut réduire le temps de rester longtemps au pouvoir, parce que pouvoir par définition veut dire aussi abus entre griffes pour ceux qui, on peut dire, ils sont chrétiens ou croyants. Diable. Là où il y a le pouvoir, il y a le diable, il y a la mort. La seule manière, c'est de s'élever, de le dompter, de le dominer. Et pour y arriver, il faut être détaché des choses matérielles, des plaisirs, des loisirs et consorts. Mais c'est ça la réalité. Alors, si nous n'avons pas des partis solides qui forment des citoyens qui veulent faire de la politique, qui suivent leurs aînés, qui apprennent à aimer plus profondément leur pays pour le servir, pour les intérêts des autres, tout en étant détachés des avantages qu'ils voient venir, le péril est en la demeure. Il n'y a rien à faire. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai écrit en 2005. Je vais vous lire ceci. En 2005, le président Kérékou était encore là. C'est après que le président Yahi est arrivé. J'ai écrit une plaquette où je proposais quelque chose pour améliorer ça. J'ai dit, mais la source de tous nos malheurs, c'est la course au pouvoir. La course effrénée au pouvoir. Je vous le montre, il est là. La course au pouvoir, elle reste et demeure la source première de tous les malheurs. Et se fait de plus en plus de manière impitoyable et effroyable. Elle entraîne au bout du compte, il faut le répéter, la confiscation du pouvoir par les détenteurs temporels, le refus du partage du pouvoir, l'exclusion des autres, l'arrogance de ceux qui détiennent le pouvoir. L'on se combat et se détruire alors que par des méthodes sordides. Et tout cela au nom de la démocratie. Ce qui en vérité n'a rien de démocratique, mais secrète au demeurant, petit à petit, la haine, la jalousie, la révolte, la démotivation du peuple vraiment travailleur. Mais attends. Mais c'est pas la quête finalement qui pose le problème. Quand vous parlez de course au pouvoir, c'est pas la quête, mais l'intérêt derrière la quête. Et c'est pour ça que je parle de privilèges. Tout pouvoir a des privilèges qui sont attachés. Tout pouvoir. Même si vous mettez là, à l'entrée de votre... J'ai d'ailleurs vu un gardien. Il paraît être peut-être un cadre de bas niveau. Mais vous lui donnez un bâton ou quelque chose pour empêcher un visiteur indésirable. C'est son pouvoir. Tout comme le président de la République, dans tous les pays, chef de l'armée, il dispose de l'armée pour qu'on ne nous envahisse pas. Ce n'est pas pour sa famille. Il faut que nous comprenions ce que c'est. Nous n'avons pas l'air de comprendre ce qu'on met dans les mots. Le président n'a pas le budget, etc. pour lui. Non. Il a ça pour le pays. Les enfants iront à l'école. Il faut la santé, il faut. Et il faut gérer tout ça, programmer pour que chacun trouve un peu.
un peu. Voilà. Pour ça, il faut travailler. Ces exemples que nous avons cités, les exemples de limitation de mandat ou de non-limitation de mandat, le Bénin, c'est quand même un cas différent. Hein. On n'a pas un gouvernement qui veut s'éterniser. Mais non, écoutez. Mais on observe quand même... Si vous parlez du Bénin, non, laissez, on est au Bénin, je suis bénin. Nous ne sommes pas dans le cas, parce que dans le cas... Oui, nous ne sommes pas dans le cas, mais on observe toujours, malgré cela, des résistances. Ah non, quand je dis nous ne sommes pas dans le cas, on peut pas être encore dans le cas, dans la mesure où nous avons une constitution qui reconnaît qu'un président en place peut avoir 2 mandats. À ma connaissance, je ne sais pas si le président Patrice Talon a déjà fait ses 2 mandats. Ça, c'est le fondement, ça. Si on n'a pas encore fait ça, le reste, c'est les règles pour aller aux élections. Et ça, je ne vais pas polémiquer autour, parce qu'on va dire, oui, il soutient le président Patrice Talon, il est du régime. Non, il est opposant, etc. Non, mais ces agitations vont jusqu'à la... C'est pas le débat. Le débat, est-ce que là où nous sommes aujourd'hui, nous avons une constitution? Est-ce que cette constitution est la nôtre? Elle s'applique. Point barre. Attendez. Je ne sais pas. Je vais vous lire les dispositions de l'article 34 ou 35. Donnez-moi une petite minute parce que je l'ai lu. Écoutez, on nous dit ici, article 34, tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances la Constitution et l'ordre constitutionnel établi, ainsi que les lois et règlements de la République. Si la Constitution est là, en vigueur, quelqu'un qui va en travers de ça, de façon manifeste, il subit la rigueur de la loi. Nous ne sommes pas dans ce cas. Ce que je sais, comme l'ensemble des paramètres que je vous ai développés, qui concourent au guéguerre, qui ne manqueront jamais, que ce soit ici ou ailleurs. J'ai suivi au Bénin ici tout ce qui s'est passé pour que le président Nicéphore Soglo, en 1996, perde le pouvoir. Je sais et j'ai vu, nous sommes tous témoins de ce qui s'est passé quand Kérékou a fini ses 10 ans. Touche pas ma constitution. Je sais comment est-ce que Kérékou est parti, eh bien, courir vers FCB, Force Nouvelle, tout ce que vous voulez. C'est le même schéma. Il faut pas... Ça ne manquera jamais. Et le président Talon ne s'éternisera pas au pouvoir. Moi, j'en suis convaincu. Il ne peut pas. Et ce sera la même chose. Mais quand les agitations actuelles vont jusqu'à remettre en cause le nouvel ordre établi, ça doit poser un problème. Non, mais écoutez, ça, les périodes électorales, si vous voulez, sont des périodes de tension. C'est ça la question que vous posez. Mais c'est des questions, c'est des périodes de manipulation politique. Je dis bien, manipulation politique. Dans ça, il y a tout. Dans les 2 camps. Si on peut parler de camps. Bien sûr que oui. Mais ceux qui sont faibles, c'est ceux qui ne sont pas aux affaires. Parce que pour être fort, écoutez-moi bien, pour être fort, il faut rester près du peuple. C'est ça qui est difficile. Le peuple ne connaît pas la langue, il ne connaît pas la Constitution, il ne sait pas ce que vous dites, vous criez, oh, le gouvernement est ci, cela est ça, celui-ci a fait ceci. Et vous venez, vous faites la même chose. Personnellement, ce qui me gêne, c'est que pourquoi personne ne fait mieux que l'autre? Pourquoi? Et on dit, c'est telle personne. Je ne jetterai de pierre à aucun de nos présidents. Ils nous ont représentés parce que nous l'avons voulu. Est-ce que depuis 1990 à ce jour, quelqu'un a fait un coup d'État pour prendre le pouvoir? Donc il est légitime, il est légal.
je suis légaliste, je suis juriste, moi. Je peux ne pas être d'accord sur certaines actions. Je peux ne pas applaudir. Mais pourquoi pas? Bien sûr, je suis citoyen. Mais dire qu'il n'est pas légitime, n'est pas légal, ça c'est faux. Celui qui tenterait de prendre le pouvoir par une voie contraire, c'est plutôt lui qui serait dans l'illégalité, dans l'illégitimité. Et à ce moment-là, il subit les rigueurs de la loi. Non, je ne suis pas de nature à dire des choses que je ne ressens pas. Mais ceux-là qui remettent en cause tout actuellement estiment nous sommes être écartés du système parce qu'il y a peut-être une décision de modification des textes dans laquelle ils ne se retrouvent pas. J'ai dit que, madame, écoutez-moi bien, j'ai dit que nous sommes dans une période de manipulation. Savez-vous que les politiciens, ils ont leur langage pour se comprendre. Ils se font peur, ils se font pression, parfois. Ils font de la manipulation. C'est nous, population, qui leur avons donné le mandat, qui parfois sont les dindons de la face. Nous ne comprenons pas ce qui se passe entre eux. Je ne prends pas ça au sérieux, très au sérieux, parce que je me dis, après tout, la raison l'emportera, et que, en ce qui nous concerne ici, moi, je ne veux pas voir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on a tapé la tête des gens comme un ballon. Moi, je ne veux pas voir ça ici pour rien au monde. Nous sommes d'accord. Et par conséquent, je ne peux pas encourager ceux qui seraient dans cette dynamique-là. Je ne le souhaite pas et je ne peux pas les encourager. Mais une lutte politique se fait sur une longue période et il n'y a pas de situation éternelle qui ne finit pas. Et par conséquent, il faut attendre peut-être son tour. Vous semblez trouver fautif la population. Quel est son rôle si ce n'est d'élire ses représentants? Non, la population n'est pas fautive. Je dis, nous allons dans les campagnes faire les achats de conscience, les manipuler et parfois utiliser le fait que nous sommes peut-être les élus de la région ou du coin ou de la famille. Et ils nous suivent, elles nous suivent, ces populations, elles vont dans le sens que nous leur indiquons, sans être convaincus de quelque chose. Parce qu'ils ne comprennent pas grand-chose. La démocratie n'est pas encore à la base. Ah non. Là encore, je suis clair là-dessus. Et par conséquent, mais malgré ça, quand on va aux élections et qu'on a dégagé quelqu'un et que unanimement nous avons accepté, mais il faut se soumettre à l'autorité nationale. C'est le principe de la démocratie. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas 36 solutions. Vous avez vu aux États-Unis, Trump a voulu faire les choses autrement. On lui a dit, il y a une tradition. Et c'est là, quand je parle de séparation de pouvoir et de l'équilibre entre les pouvoirs, c'est là que ça paraît important. C'est le pouvoir judiciaire sur tous les plans qui a dit à Trump, tiens, ça ne marche pas. Tous les recours sont tombés à l'eau. Il a voulu faire du forcing, ça n'a pas marché. On a dit, on lui fait un procès, ça n'a pas marché parce que là, c'est pour des raisons politiques. Il a quand même des soutiens indéfectibles autour de lui qui ne voudraient pas aller jusque-là. Ça s'arrête là. Sinon, la réalité, elle est là. Là, c'est la politique. Ce n'est pas... On a fait du droit, on a jugé, mais pour voter, dit oui, ben, il est fautif. C'est le Sénat. Si cette grande puissance, je vais dire, a connu aussi son lot de difficultés, on s'interroge alors, est-ce qu'il y a un modèle type, on va dire, d'organisation de scrutin sans tension, sans histoire, etc. Cet incident, il ne faut pas prendre... Ah, mais on ne peut pas l'occulter non plus. Non, malheureusement, on ne l'occulte pas. On ne peut pas l'oublier. Les peuples, quelle que soit leur organisation, même traditionnelle, parce que têtus dans leur évolution, connaissent toujours quelques évolutions, il y a des incidents et on arrive à analyser.
Si nous sommes en démocratie aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu le renouveau démocratique, il y a eu la conférence nationale. C'est aussi comme ça dans d'autres. En France, les choses ont basculé de l'Empire à la République. Il y a la prise de Bastille, et la Bastille, et la Commune de Paris, comme on dit. Chaque peuple connaît son histoire. C'est pour ça que je dis il faut parler, il faut tenir compte des réalités nationales. Il y a déjà des gens qui étudient comment il faut faire évoluer pour que plus jamais ça. Plus jamais ça. Donc, on ne peut pas éviter ces choses-là. Nous n'avons pas les mêmes tempéraments, on n'a pas les mêmes façons de percevoir. Je suis convaincu de ce que je dis, mais il y a d'autres en face qui disent, mais qu'est-ce que Maître Karim dit, mais ça ne tient pas toujours, il y a ci, il y a ça. C'est leur droit, absolument. Et c'est ça la démocratie. Il faut reconnaître à l'autre la force de ses idées. Mais le temps est là pour nous donner raison. Voyez-vous, on a utilisé Imam Mahmoud Dicko, quelque chose comme ça au Mali. C'est lui, il est citoyen, il a dit, c'est vrai, mais il a utilisé son aura, disons les choses simplement comme ça, et a allumé le peuple. Ibeka n'est plus là aujourd'hui. Je ne connais pas Ibeka, je n'ai pas partagé quelque chose avec Ibeka, mais en observateur, je trouve que Ibeka est parti et on a un régime militaire. Et c'est le même Dicko qui écrit un manifeste pour dire ce qui est là, ce n'est pas bon. Or, c'est lui qui a travaillé pour qu'on arrive là. Et je ne sais pas si le Mali va mieux aujourd'hui qu'hier. La violence ne règle rien. Et surtout que nous disons, nous sommes des frères, nous sommes dans le même pays, nous nous asseyons, nous discutons, tant que c'est possible, et il faut rendre ça possible. C'est tout le débat. Je ne suis pas un homme violent, en tout cas moi non. Là où il y a violence, je ne suis pas là. Il faut dire les choses clairement. Et je ne pense pas que c'est ça qui règle un problème. Mais le camp d'enfance n'est pas forcément mobilisé ou n'est pas forcément ému par la violence, ne tient pas à la violence. Je ne parle pas de mon pays en ce cas. Je ne parle pas non plus du Bénin. Là, nous sommes toujours dans la généralité. L'opposition ne veut forcément pas de la violence, mais quand le doute il est là, quand le manque de confiance il est là, quand on n'a pas confiance même à l'indépendance des institutions, etc., ce sont cette difficulté qui engendre souvent les conflits. Vous avez raison. Vous avez raison. Je dis oui et non. Partons toujours du départ. Lorsque vous avez confié le plus grand pouvoir à quelqu'un, et que ce pouvoir dit, j'ai dit, premier élément de la démocratie et d'un pays démocratique, Constitution. Les Romains disent que la Constitution est le salut du peuple. C'est par là qu'il faut commencer. Toutes les autres lois sont des lois dérivées, c'est-à-dire qu'on construit en tenant compte des fondamentaux qui sont là-bas. Si le fondamental dit voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut désigner le président de tel organe, de telle institution, etc., et que c'est le président qui doit le faire, il fait. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Rien. Même si c'est son enfant qui le met, vous ne pouvez rien parce qu'il n'y a aucune dérogation pour dire tu ne peux pas mettre ton enfant. Si ton enfant est à telle position et qu'il peut mettre, mais si son enfant est militant et avec lui qu'il met et que le groupe, je veux dire la mouvance qu'il dirige est d'accord, où est le problème? Dans tous les pays du monde, on a vu ça. Il faut qu'on parte des principes. Il ne faut pas aller seulement avec ses désirs, ses désiderata, son bon vouloir. Non, ça c'est une erreur. C'est ça le problème. Et je dis opposition, non, c'est un plein de frustration ou une pression pour dire donnez-moi aussi ma part de pouvoir. Si tu n'es pas au départ, là, pourquoi est-ce que tu veux coûte que coûte prendre ta part? Je vais vous raconter une petite histoire.
Moi, pourvu qu'elle ne soit pas longue, parce que non, ma question, elle est toujours là, le modèle type d'organisation de réussi. Le modèle type, si vous voulez, je laisse ma petite histoire qui veut juste faire une illustration, mais je laisse pour répondre à votre question. Merci donc d'insister. Le modèle type, d'abord, il ne peut pas avoir de modèle type. Il ne peut pas avoir de modèle type. Il peut y avoir un modèle qui atténue toutes ces tensions, ces récriminations, ces frustrations. Et de ce point de vue, je dis et je crie haut et fort depuis plus de 15 ans, pour ne pas dire 20 ans dans ce pays, que le système politique dans lequel nous sommes n'est pas bon. Qu'il faut, bien sûr, la séparation des pouvoirs, mais qu'il faut un équilibre entre les trois pouvoirs. Et qu'on donne une force réellement à la justice. Et qu'on ait un régime, à la limite peut-être parlementaire, où la voix du peuple s'exprime mieux. Ça a fait l'objet de débats au cours de l'adoption de la Constitution qui est là aujourd'hui. Bon, les sachants à l'époque ont convaincu le peuple à aller dans ce sens. Mais ça fait déjà plus de 30 ans. Et nous avons vu les résultats. Que faut-il faire aujourd'hui? Lorsqu'on dit, écoutez, le président domine l'Assemblée, tout ce qui est à l'Assemblée, c'est lui, etc., dans nos pays. Même aux États-Unis, pour les dernières élections qui viennent de passer, ils se sont battus, aussi bien Trump que Biden, pour qu'au Sénat, il ait la majorité comme à la Chambre des représentants. Parce que sans cette majorité, il ne peut pas travailler. C'est un désir naturel, humain, puisqu'on dit que c'est ceux-là qui doivent vous donner leur quitus. Vous voulez travailler ici, ne vous donne pas, vous ne pouvez pas. Donc, c'est normal, c'est naturel. Vous avez vu, dans toutes les grandes démocraties, c'est comme ça. Le problème, c'est qu'il faut permettre au peuple de faire les choses librement. Et par rapport à ça, on ne peut pas en vouloir seulement aux gouvernants qui sont là. Nous sommes tous complices. Tous les cadres. Surtout eux. Nous sommes complices. Parce que ceux qui cogitent et trouvent les voies pour que on prenne telle disposition, telle loi, qui sont ces personnes? C'est les paysans qui vont au champ ou les femmes qui vont au marché? C'est nous. C'est ça la réalité. Donc, il s'agit de trouver une formule qui réduit ces tensions-là. Et c'est pour ça que j'ai toujours parlé de mandat unique, mandat présidentiel unique, comme étant une clé pour l'alternance pacifique et démocratique en Afrique. Et depuis plus de 15-20 ans, moi je pense que l'histoire me donne raison. Peut-être un jour je ne serai pas là, mais on y arrivera. Ça va régler tous les problèmes, vous pensez? Beaucoup de problèmes, parce que je vais vous dire, c'est le Bénin qui a initié tout. Regardez, nous sommes venus, on a dit 5 ans x 2, tout ça, ça marche. Après, il fallait que désormais, ce n'est plus le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Pourquoi? Mais c'est le ministère régalien qui connaît le pays dans cette dimension à 1 cm près des limites. Il n'est pas écarté non plus du processus. Mais il n'a pas le pouvoir. C'est Sénat, par exemple, au Bénin. Ailleurs, c'est CENI ou c'est ceci ou cela. Toujours pour la question de confiance que vous avez posée. Mais est-ce que ça a réglé un problème? Puisque les dernières élections sur le continent, vous avez vu, et celles qui suivront, vous verrez. Il y en a une qui se passe aujourd'hui. Je peux dire que moi, je connais déjà les résultats. Donc nous nous trompons. On fait la politique d'autruche. Nous devons nous parler sérieusement et faire des analyses profondes. Parce que, en vérité, les politiciens savent quel est l'intérêt qu'ils ont à conserver le pouvoir longtemps
Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas aller à ces approches de solutions. Ce n'est pas la solution idéale où tout va, non. Mais il me semble que ça nous approche de la consolidation de nos liens fraternels, de la justice et pour que le bien-être revienne. Parce que, imaginez un instant, je reviens dans mon pays, même si vous me chassez, je reviens pour dire, à supposer que le président Patrice Talon ait dit, bon, je ne suis pas candidat. S'il avait dit ça, je vous jure, vous n'aurez pas du tout ce qui se passe aujourd'hui, que je lis sur les réseaux sociaux, il dit, on va dire, mais il est bon président, et ça y est, c'est bien. Parce que d'autres vont se positionner. C'est juste une question de positionnement. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout ce qu'on reproche aujourd'hui va tomber. C'est-à-dire, une peau de... Allez, le ballon va se dégonfler. Alors là, je me pose parfois la question, est-ce que... Comment on peut se polariser sur un homme et non sur un système? Donc, selon vous, c'est l'homme qui pose plutôt problème. Non, j'ai dit, je me pose la question. Vous posez la question. Oui, non, je discute avec mes amis. J'ai des amis avérés dans le système. Très bien. Comme pas dans le système. On échange quelquefois. Mais écoutez, vous êtes citoyen libre. Et puis, exprimez-vous. Ce n'est pas en insultant, en menaçant qu'on change quelque chose. Proposez. Moi, je fais des propositions. Si on me dit pourquoi tu fais ça, je justifie, c'est ça que je vous dis ici. Si, d'avance en venant au pouvoir, c'est-à-dire déjà vous êtes candidat, vous prêtez un premier serment pour dire, écoutez, comme l'a dit la Constitution, j'ai un seul mandat à faire. Si, en tant que candidat, vous êtes élu, vous devenez alors le premier d'entre nous. Vous prêtez votre serment aussi pour dire, je ferai un seul mandat. Vous comprenez? Les enjeux tombent. Si c'est même dans le parti où je suis, où on nous trouvera un autre candidat, ce n'est plus moi. Ce n'est plus la même chose. Et dans les autres partis, les gens commencent aussi par se préparer pour venir. Je suis allé plus loin. Je sais que tout ça ne peut pas venir, parce qu'on est en politique. Il faut discuter, tout ça, pour arriver finalement à un consensus. J'ai dit, il faut que le pouvoir soit rotatif. Dans des pays, les gens disent, ben, écoutez, pourquoi c'est seulement quelqu'un de telle région au lieu de telle autre qui est toujours là? Et ça fait objet de tension. Il faut arrêter ça. Si nous sommes sûrs que, ma foi, je ne serai plus là, on ne reprochera plus au ministère de l'Intérieur de vouloir tripatouiller, puisqu'on ne sait même pas qui vient. Etc., etc. Parce que c'est ça qui fait les crispations. Mais est-ce qu'on peut justement s'en prémunir? Est-ce qu'on peut les éviter simplement? Les hommes sont les hommes. Tout ce que je suis en train de dire ici aujourd'hui, vous parcourez le monde. Vous avez suivi les événements en Birmanie et ailleurs, tout ce qui se passe. Nous sommes les mêmes, à part le changement de couleur de peau lié à l'environnement. Nous sommes les mêmes, on a les mêmes sensations. Madame, avec votre cher mari ou époux, si je sors, je ne commence pas à vous faire la cour et qu'il en est conscient, problème. Ça se passe à des milliers de kilomètres comme ça. C'est pas ça. C'est ça la vérité, on a les mêmes sentiments. Donc on ne peut pas éviter les conflits. On ne peut pas éviter parce que le pouvoir est le pouvoir. Mais il faut mettre les garde-fous. Mais c'est pour ça que les Américains, 4 ans, pas plus. Et vous ne pouvez pas faire plus que 2, ça fait 8. Vous pouvez être un génie, n'importe quoi, vous partez. Parce qu'on ne finira pas dire, mais pourquoi lui et lui seul et il fait à sa tête? Mais parce que, écoutez, Trump, personne ne supportait encore son retour. Aujourd'hui, ça s'aperçoit, même dans le monde entier, ce n'est plus les Américains. Tout le monde est content que Trump s'en aille. Est-ce que c'est normal? S'il doit faire encore 4 ans, vous voyez où il amène le monde? C'est pour cela que aujourd'hui, les médias, les esprits sont mûrs, mûrissent de plus en plus. On ne peut plus continuer à gouverner comme il y a 30 ans.
il y a 50 ans, où il n'y avait plus les médias, il n'y avait pas autant de choses pour informer le citoyen lambda ou le citoyen du monde de ce qui se passe. Je suis ici, je me promène dans le monde. Et ça me travaille. Et c'est ça la question. Donc on ne peut plus continuer à gouverner comme on gouvernait, ce n'est pas possible. Donc on peut s'asseoir pour faire le temps qu'on veut, c'est faux. Ça finit toujours par le chaos. Et pour réparer ça, c'est très compliqué parce qu'on a pris le temps d'installer un régime qui a des habitudes, qui a des affidés, etc. Et ça ne marche jamais. Donc si nous aimons notre pays, il faut tout simplement essayer de mettre un porte-parole, un leader. C'est de ça qu'il s'agit. Un arbitre qui fait les choses normalement, son temps passe, ciao, il s'en va, il est applaudi, c'est bon, il rejoint sa famille, il fait les choses. Parce que vous êtes là, vous n'êtes même plus pour votre famille. Vous n'avez même plus le temps. Mais vous êtes possédé par les privilèges. Et ceux qui profitent de vous souhaitent que vous soyez toujours là. En fait, ce n'est pas toujours le président. C'est ceux qui profitent et qui font des trucs autour, qui disent non, 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 il faut rester. C'est nous-mêmes qui faisons nos dictateurs. Tout le monde crie dictateur. Même les grands pays qui crient oh, dictateur de tel pays. C'est eux-mêmes qui entretiennent ces dictatures. Et si on ne peut pas éviter ces conflits-là, comment alors régler les situations post-électorales? Mais écoutez. Sur les conflits, après l'élection, il y aura... Ce dont nous parlons, c'est avant et après. Et ça a commencé. Et violence pré-électorale, violence post-électorale, des vocabulaires à n'en plus finir. C'est pas ça le débat, le fond du débat. Les intellectuels africains, l'intelligentsia africaine doit commencer par se dire qu'est-ce qui ne va pas. Nous réfléchissons par nous-mêmes et nous commençons par trouver un système qui nous permet d'apprivoiser la démocratie et de trouver une formule qui nous convient. Car la démocratie, c'est quoi? C'est simplement un système où la majorité se dégage pour ce qui est bien pour le commun, tout en respectant la minorité. Et puisque tout le monde ne peut pas parler à la fois, diriger à la fois, nous allons désigner des représentants. Point barre. Les règles sont claires et puis le débat est terminé. Pourquoi on ne peut pas vivre simplement comme ça? Dites-moi, moi je ne comprends pas. Mais c'est pas si facile. C'est facile, c'est parce que, écoutez, je crois, c'est... Non, non, mais c'est Aristote qui dit que l'homme le plus parfait, lorsqu'il est dans son naturel, il est presque à la limite du normal. Mais, lorsque ses intérêts sont en jeu et qu'il ne respecte plus, il ne se conforme plus à la loi qui est préétablie, il est pire que l'animal le plus féroce. Vous savez, homme, tout comme nous sommes ici, vous me voyez, je suis en costume, vous êtes bien habillé, pimpant, ben, il suffit que vos intérêts soient titillés quelque part et de façon très profonde que je ne vous verrai plus dans vos atours agréablement comme ça, madame. C'est ça la vérité. Et si vous êtes un homme que vous n'arrivez pas à vous dominer, à vous maîtriser, sachant que ça peut arriver et vous prévenir, ça ne passera pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le pouvoir tombe dans les mains des personnes qui ne sont pas allées à la source de la nature. Ça, c'est vrai. Et tout le monde veut être président de la République. Mais parfois, je rigole, ici ou ailleurs. Mais on ne s'improvise pas président de la République. C'est une charge lourde. Il faut se jauger soi-même et savoir si, franchement, est-ce qu'on tient, est-ce qu'on peut tenir. Le président Kérékou a dit, par exemple, pour ce qui concerne le Bénin est petit, mais c'est un petit pays lourd. Il sait de quoi il parle, parce que jusqu'à aujourd'hui, il est celui qui a le plus tenu le pays. Maître Luc Martin Roncari, pour vous, le mandat unique et, je veux dire, adapter la Constitution aux réalités des pays peuvent être des issues au conflit préélectoral ou post-électoral. Nous sommes en train de conclure comme ça, Maître. Je peux vous dire très rapidement, je ne suis pas le seul.
des intellectuels, non pas forcément de ce pays. Le professeur Babacar Gueye, du Sénégal, un grand professeur de droit public, il a fini d'ailleurs, il a la retraite, il s'occupe des choses de la société civile, comme d'autres. Vous allez au Burkina, le professeur Louada, etc., etc. En Afrique ici, comme d'autres. On commençait par mener des réflexions de ce genre. J'ai lu beaucoup d'autres choses. J'ai dit, bien, ça commence par venir. Pour l'Afrique, je ne parle pas de grandes démocraties. Nous sommes obligés d'arriver là, vu que nous ne sommes pas une nation et que l'homme a ses faiblesses en lui. C'est la vérité, on ne peut pas contourner ça. Et qui vient au pouvoir et qui ne pense pas s'il a la possibilité de renouveler son mandat, de commencer par se préparer pour prendre un second mandat? Il n'y en a pas. Tous, les présidents vous diront, je n'y pense pas, je n'y songe pas. Partout. Mais il y travaille. Et le moment venu, il dit non, je suis encore là. À 2 jours près où plus rien ne peut se faire. C'est comme ça que ça se passe. Si nous enlevons cet obstacle, que nous avons un programme établi pour le pays, un pays, un programme, les hommes pour l'exécuter, si quelqu'un veut venir, parce que lui, ça lui plaît d'être président, il n'a qu'à nous dire comment il va mobiliser l'argent pour faire ce que nous voulons pour que notre pays soit bien. On va voter pour lui. Quel est le problème? Les conflits, donc les origines des conflits préélectoraux ou crises préélectorales, Oui. Solutions, Oui. c'était donc le contenu, le thème de nos échanges oui. de ce matin, docteur Maître Luc Martin Ankari. Oui. Nous devons partir puisque le temps imparti est pratiquement à sa fin. Merci donc, je vais vous dire. Le temps est court. Avez... Oui, absolument court. On n'en a pas plus. Je ne sais pas si vous avez un mot de conclusion, sinon il nous faut partir effectivement. D'accord. Je suis entièrement d'accord, sachant tout simplement que c'est une introduction et que nous allons revenir pour creuser cela, soit ici ou ailleurs, ça m'intéresse, il faut que mon pays vive en paix. Merci beaucoup. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci à vous aussi. Juste derrière l'entretien aujourd'hui, vous allez retrouver comme d'habitude la revue de presse, après le duel, puis l'hebdo des éditorialistes et enfin le débriefing. À tout à l'heure donc. Ta, 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 ta.